Chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs du Diaspora FM, vous le savez très bien, c'est toujours un énorme plaisir pour nous de vous retrouver chaque dimanche en direct pour quelques minutes d'échange avec les invités que nous recevons. Aujourd'hui, nous parlerons essentiellement politique. C'est vrai qu'il est très actif ces derniers temps, qu'on le voit beaucoup sur les médias. Il a accepté de venir sur l'entretien du dimanche partager avec nous quelques pans de l'actualité nationale. Il a parlé de tentatives d'assassinat au sein de son parti politique, le parti qui a une position claire sur la révision de la Constitution et la révision du Code électoral, le parti qui se prépare également pour les élections générales de 2026. Et si le temps nous le permet, nous parlerons justement de la CEDEAO et du retrait de certains pays de cette institution sous-régionale. Voilà donc le menu de cet entretien que je vous propose ce dimanche avec Guy Dossou-Mitokbe, je dirais plutôt désormais Docteur Guy Dossou-Mitokbe, en charge de la communication du Parti des démocrates. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait un moment que nous vous cherchions. Effectivement. Je crois que, comme vous l'aviez dit, ça fait un bon moment que j'avais programmé moi-même de passer sur vos antennes. Oui. Mais parfois, l'homme propose et Dieu dispose, comme on le dit. Oui. Cette occasion est la bonne. Et nos compatriotes sont impatients de savoir certaines choses et de savoir aussi la position de notre parti sur un certain nombre de faits qui marquent l'actualité actuellement. Exactement. Donc l'heure de Dieu étant la meilleure, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour parler de quelques sujets. Alors il y a quelques jours, vous avez signé vous-même un communiqué annonçant que plusieurs membres, plusieurs responsables de votre parti, les démocrates, étaient menacés d'assassinat. Qui vous menace concrètement? C'est effectif. Et je crois que le lundi 12 février 2014, nos compatriotes ont lu un communiqué signé de moi-même, oui, et qui faisait état du fait qu'un certain nombre de responsables du Parti Les Démocrates seraient, je dirais, en danger. Parce vous mettez ça au conditionnel, donc vous n'êtes même pas sûr vous-même. Je suis sûr, je suis même très sûr. Pourquoi vous dites serait? Oui, quand je dis serait, parce que nous n'attendrons pas que ça arrive, puisque nous avons recoupé les informations. Et les informations que nous avons recoupées, et de part et d'autre, confortent le fait que nos responsables ne sont pas véritablement en sécurité depuis, je dirais, depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Et donc ce communiqué, comme je le disais tout à l'heure, a été signé par moi-même. Et nous avons, entre le lundi et aujourd'hui dimanche, il y a quand même eu beaucoup de commentaires autour. Oui. Je crois que c'est le moment pour moi d'éclairer nos compatriotes. Et j'ai entendu pas mal de choses, comme par exemple, nous voulons désormais que les feux des projecteurs soient braqués sur le parti. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure, Guy Mitokbe. Quelles sont les informations que vous avez recoupées, si on peut savoir? Oui, mais est-ce qu'il y a plusieurs manières de menacer la vie d'une personne, d'un homme? Il n'y a pas plusieurs manières de menacer. Vous savez, j'ai longuement échangé avec le président Yahi, moi-même, avec le premier vice-président, le VP Eric Koundété, avant d'apposer ma signature, parce que on a analysé, comme nos compatriotes aussi ont analysé, comme les journalistes ont commenté, nous avons analysé tous les contours, puisque les informations qui sont à l'intérieur de ce communiqué sont suffisamment, je dirais, sérieuses. Oui. C'est des informations suffisamment sérieuses. Et donc, on a eu des informations à travers je dirais, ceux avec qui nous parlons, hors du pays, au niveau de la diaspora, qui nous a informé que, écoutez, depuis un certain moment, nous vous parlons, mais vous n'êtes pas en train de prendre ce que nous disons au sérieux. Mais écoutez, faites très attention, les dernières sorties du président Yahi Boni et certains responsables du parti, faites attention, parce qu'il y a des menaces qui planent sur la vie des responsables du parti. Mais comment c'est ceux qui sont les Syriens qui vous informent? Comment ils font pour savoir alors qu'ils ne sont même pas sur le territoire national, et c'est eux qui vous informent? Effectivement, si vous me laissez terminer, vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Oui, je ne vous laisserai pas terminer, je vais vous relancer à chaque fois. Non, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a quand même des choses que vous allez expliquer. Quand vous dites que c'est des gens de l'extérieur... La relance fait partie du jeu, donc il n'y a pas de problème. Quand je dis laisser terminer, cela n'empêche pas que vous fassiez les relances. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que nous parlons avec des compatriotes, je dis bien des compatriotes bien introduits,
à l'extérieur qui nous ont apporté ces informations. Au départ, on n'avait pas pris les informations au sérieux. Mais sur le terrain, on a constaté des intimidations. À Dogbo, on a constaté des intimidations. Dernièrement, à Ifaï, on a constaté des informations. On a constaté des intimidations. Et donc, lorsque nous confrontons ces intimidations, quelles sont ces intimidations? Les intimidations que nous constatons sur le terrain, par exemple, vous savez, le fait d'empêcher une personnalité comme le président Yahi de venir sur le terrain. Oui. Et lorsqu'on cherche à l'empêcher, cela est suivi de, je dirais, de propos à peine voilés de la part de certaines personnes. Et donc, lorsque on entendait ces choses, à notre niveau, on se disait que non, mais ça fait partie du jeu politique. Lorsque vous êtes de l'opposition, ceux qui sont en train de diriger, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils vous donnent des autorisations. Ouais. Mais quand les informations se croisent et qu'on les recoupe, et que cela concerne la vie des premiers responsables du parti, et comme je l'ai dit, avec les compatriotes avec lesquels nous parlons depuis l'extérieur du pays, ouais. Et que les informations se recoupées, se convergent, il y a de quoi à prendre ces informations au sérieux. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a au niveau des chancelleries, certaines chancelleries qui nous ont apporté les mêmes informations. Chancelleries, vous voulez dire les ambassades présentes au Bénin? Présentes au Bénin. Okay. Certaines chancelleries présentes sur le territoire béninois qui sont allées dans le sens de ces compatriotes qui sont bien introduits et qui nous ont dit, mais écoutez, faites attention. Voilà. Donc, depuis, comme je le disais, quelques semaines en arrière où on avait ces informations, on avait dit, mais écoutez, nous ne pensons pas que les gens iraient jusqu'à ces extrémités. Et après, on a dit, bon, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de faire un communiqué, de dire que voilà les informations que nous avons recueillies, et vous allez constater dans le communiqué qui a été diffusé, on n'a cité personne. Donc, pour moi, secrétaire national à la communication du Parti Les Démocrates, je suis très surpris de voir le porte-parole du gouvernement prendre la posture. Oui, quand vous dites que vous n'avez cité personne, c'est clair que quand vous dites que vous êtes menacé d'assassinat, que vous êtes un parti d'opposition, on voit clairement que vous montrez du doigt le gouvernement, pour ne pas le nommer. Non, vous voyez, oui. Nous sommes dans une république. Oui. Et nous sommes de l'opposition. Je l'ai dit, nous avons recoupé un certain nombre d'informations. Il est de notre responsabilité de ne pas banaliser les informations que nous avons recoupées. Oui. Et donc, la démarche du communiqué, c'est d'informer. Au-delà du communiqué, vous avez des problèmes de sécurité. Est-ce que vous avez tenu à informer les responsables en charge de la sécurité qui ont refusé de vous apporter leur soutien? Comme je le disais tout à l'heure, je crois que c'est une émission qui doit durer environ 1 heure. On aura le temps quand même de venir sur tous ces détails. Oui. Et donc, je reprécise que nos compatriotes à l'extérieur qui nous ont informés nous ont dit que ce sont des informations à prendre au sérieux. Oui. Les chancelleries qui nous ont informés nous ont dit que ce sont des informations à prendre au sérieux. Et donc, sur le terrain, j'ai cité le cas de Dogbo et d'Ifani, où on a constaté un certain nombre d'intimidations. Et donc, nous nous sommes dit, il faut faire un communiqué afin que si de pareilles dispositions étaient en train d'être prises en amont, que les commanditaires puissent comprendre que nous avons compris le jeu et qu'il faut laisser tomber. Parce que l'objectif pour nous, c'est de préserver la paix. Nous ne sommes pas dans une disposition où il faut, je vais dire, appeler nos populations. Nous ne sommes pas dans une disposition où il faut vendre, commercialiser la peur. Nous ne sommes pas des commerçants de peur. Et donc pour nous, je l'ai dit, la disposition qui a, je vais dire, motivé ce communiqué, c'est simplement d'informer nos compatriotes, de prendre à témoin, comme nous l'avons dit dans le communiqué, l'opinion publique nationale et internationale, et en même temps, d'informer ceux qui seraient en train de prendre de pareilles dispositions, que nous sommes au courant que de pareilles choses se préparent. D'accord, mais au-delà du communiqué, Guido Soubitokpe, est-ce que vous avez saisi les autorités en charge de la sécurité de notre pays pour leur apporter vos récriminations ou vos hésitations? Je disais tantôt que lorsque nous étions en train d'écrire le communiqué, nous avons longuement échangé entre nous. Oui. Et entre autres, j'ai échangé avec le président Yahi. Moi-même, j'ai eu à poser cette question. J'ai dit, mais monsieur le président, non seulement vous êtes le président du parti, je vais dire l'un des partis les plus importants de notre pays aujourd'hui, mais nous n'oublierons pas que vous avez le statut d'ancien président de la République. Et donc, à ce titre, est-ce que vous ne pouvez pas demander qu'on renforce votre sécurité?
Parce que c'est suffisamment sérieux ce que nous avons mis dans les Et qu'est-ce qu'il vous a répondu, le président Yahi? Je ne crois pas que je sois en train de vendre une confidence, mais le président Yahi m'a dit, mais écoute, j'ai entrepris les démarches pour que la sécurité puisse être renforcée autour de moi, mais il m'a été répondu que je ne pourrais pas bénéficier de ces avantages d'ancien président de la République parce qu'aujourd'hui je suis actif et je suis à la tête d'un parti politique. Et donc, lorsque le président a partagé ces informations avec moi, je me suis dit quand même que nous devons tout faire pour que non seulement ceux qui sont en charge de la gouvernance du pays aujourd'hui puissent comprendre qu'il y a eu des personnes qui ont dirigé le pays avant eux et certainement il y aura d'autres personnes qui dirigeront le pays après eux. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'on puisse comprendre que lorsqu'un ancien président de la République, tel que le président Yahi Boni, dit que sa sécurité est menacée, il faut simplement renforcer sa sécurité. Donc, nous ne demandons pas plus que ça, il faut renforcer sa sécurité. Donc clairement, c'est le président Yahi qui est menacé. Mais c'est dit nommément dans le communiqué, non seulement le président Yahi, certains autres responsables du parti sont... Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si vous avez bien lu le communiqué, vous comprendrez que dans le communiqué, nous avons parlé de la question sécuritaire, mais aussi de la question des intimidations. Lorsque les premiers vice-présidents du parti sont l'objet de pression de la part de ce régime. Parce que depuis que nous avons fini le congrès de Parakou en octobre 2023, nous avons l'impression que le régime n'avait pas vu venir celui qui pouvait être le prochain responsable, le prochain président du parti. Et donc, lorsque le régime a constaté que le prochain président du parti, ce n'est nulle autre personne que l'ancien président de la République, apparemment, le régime a décidé d'embrouiller les cartes et d'accentuer sa pression. Vous pensez que ça a fait peur au régime, c'est ça? Que le président Yahi ait pris les rênes des démocrates? Non, que le président Yahi soit aujourd'hui le président du parti Les Démocrates, ce n'est pas une question de peur, c'est que le régime n'est plus serein. Parce que le régime est conscient que la personnalité la plus populaire de notre pays aujourd'hui, c'est bel et bien le président Yahi Boni. Mais le président Yahi n'est plus candidat à rien du tout. En quoi ça peut inquiéter un régime alors que celui qui prend les rênes n'est pas candidat? C'est à eux de savoir ou de répondre les raisons pour lesquelles ils ont peur du fait que le président Yahi soit aujourd'hui le président du parti Les Démocrates. Nous savons que, étant président du parti Les Démocrates, ce serait un secret de polichinelle aujourd'hui de dire que le président Yahi est très populaire. Et donc, la cote de popularité du président Yahi fait peur au régime. Mais nous, en faisant du président Yahi Boni le président du parti Les Démocrates, on n'a jamais dit quelque part que c'était afin qu'il soit président à une quelconque élection en République du Bénin. Donc le parti ne l'a jamais dit. C'est au régime de retrouver sa sérénité et c'est au régime de comprendre que nous sommes dans une dynamique. Notre combat, il est connu. Nous travaillons pour que nos acquis démocratiques puissent être retrouvés. Nous travaillons afin que notre pays puisse retrouver ses acquis d'antan. Mais nous ne travaillons pas, ou je dirais que nous ne travaillons plus pour que le président Yahi soit candidat à quoi que ce soit en République du Bénin. Il y a certaines pontes du régime qui disent clairement que ce n'est pas le président Boni Yahi qui est populaire, mais c'est plutôt que les populations ne suivent plus le régime actuel parce que déçus de la gouvernance. Qu'est-ce que vous répondez de ça? Quand on est déçu d'un gouvernement, on est déçu par rapport à un autre gouvernement. On est déçu en faisant la comparaison avec un autre gouvernement ou avec un autre régime. Et donc le régime par excellence avec lequel nos populations comparent l'actuelle gestion de notre pays, c'est naturellement le régime précédent. Et donc moi je crois aujourd'hui que quand vous dites que le parti Les Démocrates est un parti populaire par défaut, non, je n'irai pas dans ce sens. C'est pas moi qui le dis, ce sont des pontes du régime. Et nous écoutons beaucoup de gens qui tiennent ce discours. Non, mais c'est vous qui les relayez sur le... je vous informe. Non, moi je suis déjà informé que nous sommes le parti le plus populaire. D'accord. Le fait que nous soyons un parti populaire, je ne crois pas que ce soit les classiques du régime, ce soit à eux de nous informer que nous sommes populaires. Nous sommes déjà populaires. D'accord. Alors, Guido Soumitokpe, le porte-parole du gouvernement, a fait une sortie, il vous a répondu. Clairement, il disait que c'est le voleur qui crie au voleur et que, en fait, vous voulez vous rendre populaire. C'est pour ça que vous agitez une affaire de tentative d'assassinat. Vous l'avez suivi, au moins? Merci infiniment, monsieur le journaliste. Effectivement, j'ai suivi monsieur Wilfried Lianouk-Bédi, que j'appelle d'ailleurs affectueusement cher Fofo, parce que j'ai vu qu'il m'a appelé Guizo dans sa réplique. Bien sûr. Oui, c'est mon petit nom quand j'étais responsable d'étudiant.
Et ça reste, hein, d'ailleurs. Ah ouais, bon ça, je pense que beaucoup s'identifient à ça. Bon, d'ailleurs, c'est pas fait pour me gêner. Mais je voudrais dire que je l'ai suivi avec beaucoup de peine. Ah bon? Parce Pourquoi? que oui, je l'ai trouvé dans un exercice extrêmement difficile. Il ne faut pas mal déplacer les curseurs. Parce qu'il est dans un rôle qui est extrêmement sensible et difficile. D'ailleurs, il s'est permis d'affirmer des choses que nous n'avons jamais dit. Puisque dans le communiqué, nous n'avons jamais accusé le régime. Oui, mais quand vous dites comme ça, tout le monde sait où oui, mais quand vous dites comme ça, quand on est dans une république, je le disais tantôt, quand on a des difficultés, on s'adresse à ceux qui dirigent le pays, à ceux qui gouvernent le pays. Et donc, nous ne sommes pas dans une dynamique de faire des interprétations de ce qui n'est pas écrit. Et donc, c'est lui qui l'a dit. Donc, vous n'accusez pas le gouvernement? Nous avons informé, je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes dans une posture d'informer. On n'est pas encore dans une dynamique d'accusation. Nous sommes dans une posture d'information. Et donc, j'ai vu M. Wilfried Léon Oumbedi dans un essai très délicat. D'abord, quand on est à ce niveau et quand on a pour porte-parole un poète, il voit la vie en poésie. Oui, mais pourquoi vous dites que le porte-parole est un poète? Non, mais il a une belle rhétorique. Vous avez dit qu'il est dans son rôle. Non, premièrement, il vient se justifier. Il a une belle rhétorique, mais la vie n'est pas de la poésie. Oui, il faut faire une distinction. La vie, ce n'est pas la poésie. Et donc, des faits sérieux, il faut les traiter avec beaucoup de sérieux. Parce que traiter les faits sérieux avec beaucoup de sérieux, c'est prendre en considération et en respect ceux qui sont en face de vous. Pourtant, il était très sérieux quand il parlait. Moi, je ne l'ai pas vu du tout sérieux. Parce que lorsqu'il dit, alors que nous avons informé notre peuple de ce qui serait en train de se tramer, et qu'il fasse référence au cas malheureux de la disparition d'un compatriote Hubin Dagnivo, ou de l'ancienne ministre Abossou. Au passage, je voudrais adresser une fois de plus mes condoléances à les différentes familles. Lorsqu'on est dans la posture dans laquelle ils sont, ça a eu de faire la lumière sur ces événements. Il ne s'agit pas ici de dire que Yahi Boni sort et qu'il souhaiterait prendre de la vitamine D et qu'il frappe le macadam. Il est à la recherche de vitamine D et qu'il fasse la lumière sur la disparition de Hubin Dagnivo, qu'il dise les conditions dans lesquelles la ministre Abossou est partie. Oui. Je crois que ce n'est pas prendre la question au sérieux. Lorsque les gens lui ont posé la question, ça a eu de dire que nous sommes dans une république et de dire ce qu'il doit arriver. Tout à l'heure, moi, je vous ai dit que lorsque j'ai échangé avec le président du parti, il m'a dit les dispositions prises à son niveau pour que cette question puisse être réglée. Renforcer la sécurité autour de lui, il n'y a que ça. Parce que moi, je ne voudrais pas verser dans des comparaisons qui ne sont pas à rassurer. Donc en fait, vous pensez que le porte-parole n'a pas pris l'affaire au sérieux? Il n'a pas pris au sérieux, d'autant plus qu'il a voulu démontrer que le pays est devenu aujourd'hui très sécurisé et qu'on peut sortir quelle que soit l'heure à laquelle on sort, on n'est pas inquiété. Mais moi, je voudrais dire que de 1960 à aujourd'hui, jamais nos populations n'ont été autant inquiètes avec un régime comme ce régime. Jamais les populations n'ont été autant intimidées avec un régime comme ce régime. Et donc, à ce niveau, il n'y a pas de comparaison possible à faire. Il y a aujourd'hui que nous ne voulons pas verser dans la commercialisation de la peur. Et dans ce sens, je voudrais dire au porte-parole du gouvernement que c'est une question suffisamment sérieuse pour faire les comparaisons faites par lui. Moi, je n'ai pas envie de citer un certain nombre de faits. Je n'ai pas envie de verser dans des comparaisons qui blesseraient encore nombre de familles. Oui, mais ça va être comme un jeu de ping-pong. La République aujourd'hui n'a plus besoin de ça, que vous jetiez des pierres de régime à régime et tout ça. Tout compte fait, au niveau du parti Les Démocrates, nous, je l'ai dit, nous ne sommes pas à la recherche de visibilité. Parce que ceux qui ont commenté dans le sens du fait que un tel communiqué à une telle période, ou je dirais à un tel moment de l'histoire politique de notre pays, c'est pour que les projecteurs puissent être braqués sur le parti, je ne crois pas. On n'en a pas besoin. D'accord. Alors, quelles sont les dispositions que vous avez prises maintenant au sein de votre parti pour régler ce type de questions? Est-ce que vous avez pris des dispositions à votre niveau? Après avoir fait le communiqué, après avoir informé l'opinion publique, est-ce que vous avez pris des dispositions? Naturellement, nous prenons des dispositions et nous allons les renforcer d'ailleurs. Mais comme vous le savez, les questions sécuritaires, lorsque vous les détaillez, elles ne sont plus
désormais des questions sécuritaires. Très Et donc, à ce niveau, nous continuons de prendre des dispositions pour que la quiétude des responsables du parti puisse être assurée. Mais au-delà de ça, oui, je voudrais profiter du truchement de votre télévision pour appeler les autorités à plus de sérieux. Parce que quand nous appelons de tous nos voeux le dialogue national, c'est pour éviter de pareilles choses. Parce que nous continuons de croire que entre 2016 et aujourd'hui, le régime nous a conduit très loin sur le plan de l'intimidation, sur le plan des pressions, sur le plan des violations des droits des uns et des autres. Et donc pour que nous puissions solder ce passé malheureux, il faudrait qu'on s'asseye, qu'on se parle. Et c'est pour cela, je l'ai dit, nous travaillons tous les jours que Dieu fait à demander le dialogue national. Vous continuez à le demander? Nous le ferons, nous ne serons jamais découragés de demander. Vous allez continuer toujours à aller sur le terrain, comme vous le faites déjà? Non. Premièrement, il faut retenir que nous ne nous laisserons pas intimider. Et donc, les sorties du parti, la belle preuve est que lorsque les autorités communales ont voulu nous décourager à Dogbo, 3 semaines après, on était à Ifani. Et donc, je ne vous dirai pas dans 2 semaines, 3 semaines où nous serons sur le territoire national, mais nous ne nous laisserons pas intimider. Nous continuerons parce que c'est dans notre droit, c'est de notre responsabilité aussi d'aller changer avec nos populations. Et donc, à ce niveau, on ne se laissera pas intimider. Nous continuerons le contact avec nos populations. Nous continuerons de réchauffer et de consolider les bases du parti. Et si vous n'avez pas les autorisations qu'il faut, vous allez quand même continuer à... Nous ne sommes pas dans une disposition de défiance. Parce que, vous savez, lorsque le président de la République avait reçu les députés du groupe parlementaire, les démocrates, oui, entre autres questions, nous avons abordé cette question avec lui. C'est parce que quelque part, nous avons compris que nous ferons l'effort de ne pas être vus comme les hors-la-loi. Et nous travaillons tous les jours que Dieu fait pour ne pas être vus comme des hors-la-loi. Parce que nous continuons de croire que lorsque vous avez à la tête de votre parti un responsable qui, pendant 10 ans, a dirigé ce pays, vous ne pouvez pas vous comporter comme des hors-la-loi, vous ne pouvez pas vous comporter comme des, je dirais, des commerçants de peur, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, à notre niveau, nous continuons de travailler afin que ce qui doit être fait pour que nous puissions parler à nos populations, pour que nous puissions aller au contact de nos populations, nous ne manquerons pas de le faire. D'accord. Guy Dosso-Bitokpe, vraiment vivement que cette situation s'éclaircisse au niveau de vos dirigeants et au niveau de nos dirigeants, au niveau donc supérieur de l'État. Vous avez suivi la semaine écoulée la conférence de presse du chef de l'État. Nous changeons de sujet rapidement. Nous parlerons maintenant de la révision de la Constitution. Vous persistez, vous signez que le régime, ou plutôt le président Patrice Talon, veut la révision de la Constitution. Mais il a été clair, lors de sa conférence de presse, il n'en veut pas du tout. Il ne veut pas qu'on touche une seule virgule de la Constitution. Est-ce que ça vous rassure désormais? Non, d'abord, le casting n'a pas changé. Lequel? Non, le casting prêchait une chose et fait autre chose. Ce casting n'a pas changé avec ce régime. Et donc, le président Patrice Talon, avec tout le respect que je lui dois, pour la fonction qu'il occupe et pour, je dirais, pour celui qu'il est, oui, vous allez permettre que je dise qu'il n'a pas été sincère avec vous, de la presse, et avec notre peuple. Comment vous mesurez ça? Parce qu'il a montré, oui, le fait qu'il ne soit pas sincère au cours même de sa conférence de presse. Ça, c'est votre interprétation? Non, c'est des faits. C'est des choses qu'il a dites. Dites-nous les faits. Oui, quand il dit, par exemple, que oui, je ne voudrais pas qu'on touche à une virgule de la Constitution. Et dans le même temps, il dit, ce que je souhaite, c'est que les élections présidentielles aient lieu avant les élections législatives et communales. Oui. Ça, c'est sa volonté. C'est son souhait. C'est son souhait. Oui. Ce souhait ou cette volonté amène à réviser la Constitution. Oui, d'accord. C'est aussi simple que ça. Il peut y avoir un souhait, et puis après, dans les actes, ceux qui sont chargés de réviser ne suivent pas son souhait. Non. Il n'a aucun moyen de les obliger. Vous comprenez que le président Patrice Talon a une parfaite maîtrise de son camp. Ceux qui appartiennent à la mouvance présidentielle aujourd'hui n'ont eu ni ce courage hier et n'auront pas ce courage aujourd'hui de dédier le président Patrice Talon. Pourquoi? Non, ils n'ont pas ce courage. La belle preuve est que le jeu qu'ils sont en train de faire avec nous et avec le peuple, c'est que le président Patrice Talon dit que je n'en ai pas besoin. Oui. Et qu'eux, ils disent on ira dans ce sens. Mais ils n'ont pas ce courage. En réalité, ce qu'ils ont concocté derrière le rideau ou dans les coulisses
Mais c'est le plan qu'ils sont en train de déployer. C'est quel plan? Je continue de croire Oui. que le président Patrice Talon est demandeur de la révision de la Constitution. Et que le président du groupe parlementaire Bloc républicain, M. Sebou Hassan, est missionné pour faire ce qu'il est en train de faire. Et de l'autre côté, ceux du groupe parlementaire IP Le Renouveau sont aussi missionnés, payés pour ce qu'ils sont en train de faire. Quand je dis payer, ne pensez pas des valises derrière le couloir. Voilà, ils sont salariés pour ça. Mais il n'y a pas de possibilité de réviser la Constitution sans vous, les démocrates. Vous avez la minorité de blocage. Oui, et c'est pour cela que nous disons que tant que ça sera ainsi, la Constitution ne sera pas révisée. Parce que nous sommes fermes là-dessus. D'abord, toutes les fois que nous nous concertons entre nous, et j'ai eu à le dire au cours d'une réunion que le meilleur message que ce peuple attend des 28 députés, c'est d'abord au niveau de la recevabilité. Il faut envoyer un message très fort. Oui. Parce que si au niveau de la recevabilité, le projet tombe, il n'y a même pas question de... On ira à la recherche des 4/5e ou on ira à la recherche des... On sera dans une disposition d'un quelconque référendum. Et donc, pour moi, c'est clair. Les 28 députés, aujourd'hui en République du Bénin, ont les deux possibilités. Oui. C'est-à-dire le régime en face n'a même pas le minimum pour avoir la recevabilité. Et donc, au niveau des députés, les démocrates, l'exhortation de notre peuple, c'est que c'est déjà au niveau de la recevabilité qu'il faut décourager le projet. Quand on finira de décourager le projet et ses instigateurs, le message fort qu'on leur enverra, c'est qu'à 2 ans d'une élection, ou à moins de 2 ans d'une élection, ou de la fin d'un mandat, toute tentative de révision de la Constitution pourrait être assimilée à une intention de se perpétuer au pouvoir. Nous, dans notre esprit, c'est extrêmement clair comme ça. C'est une lecture pertinente, parce que nous pouvons conforter cette lecture par des faits. Lorsque vous prenez un pays comme la République de Guinée, la Guinée-Conakry, moi je suis géographe, et la spécialisation que j'ai faite en géographie, c'est la géographie humaine économique qui est très sensiblement proche de la géopolitique. Et donc, j'ai suivi les choses minutieusement en République de Guinée. Et donc, lorsque M. Alpha Condé était à la fin de son mandat, et que la communauté nationale et la communauté internationale l'a découragé, ne l'a pas encouragé à aller vers la révision constitutionnelle, à aucun moment, M. Alpha Condé n'a dit ni au peuple de Guinée, ni à la communauté internationale que c'était pour se perpétuer au pouvoir. Oui, ça fait un. De l'autre côté, les détracteurs répondront que mais dans la révision, dans la constitution guinéenne, nulle part il n'est écrit que nul de toute sa vie ne peut faire plus de 2 mandats. On me répondra ainsi. Oui, alors qu'ici, c'est écrit clairement. Mais je vous dirais que lorsque un régime, avec à sa tête un président, qui dit, si le projet tombe, parlant de la première tentative de révision, si le projet tombe, puisque dans cette première tentative de révision, il était mentionné le mandat unique. Il disait que si la révision ne marchait pas à titre personnel, il fera le job en 5 ans pour montrer qu'on peut faire le job en 5 ans. Il est en train de finir son 2e mandat. Oui. Ça fait 1. Donc c'est un élément qui nous prouve que, aussi bien le régime lui-même que son premier responsable, ils n'ont pas de parole. Excusez que je puisse le dire ainsi sans manquer de respect. Au fait, avec un régime comme ce régime-là, vous pouvez parler de tout sauf confiance. Parce qu'en 8 ans, ils nous ont montré que faire... Je suis tenté de dire, comme lui, quand il dit que pardonner est une faute en politique, je dirais que faire confiance en politique est mortel. Je serais tenté de dire que faire confiance en politique est mortel. Vu leurs agissements, vu leur manière de se comporter depuis 8 ans. Écoutez, avec ce régime, non seulement ils ont dit qu'ils ne feront pas plus de 2 mandats, ils sont à la fin de leur 2e mandat. Ils ont dit dans ce pays, lorsque le président de la République avait commencé une tournée préélectorale à la veille de 2021 pour l'élection présidentielle de 2021. Dans la partie septentrionale du pays, il a dit aux populations, non seulement l'élection présidentielle sera inclusive, tout le monde, tous les partis iront à cette élection, mais plus précisément, le parti Les Démocrates sera à cette élection. On est en train de finir le 2e mandat, on n'a pas vu les pieds ni les traces du parti Les Démocrates à cette élection. Au contraire, ils ont redoublé d'efforts à décapiter le parti Les Démocrates en débauchant des personnes qui appartenaient à ce parti pour être candidats. C'est le jeu politique.
en ce moment bien précis, pourquoi vous voulez qu'on fasse confiance? Ça c'est le jeu politique. Oui, mais... Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, lorsque vous avez affaire à des députés, en tout, 81 députés, c'est-à-dire UP Le Renouveau, 53 députés, Bloc républicain, 28 députés. Mais la loi dit qu'il faut concéder un certain nombre de choses à la minorité parlementaire. Mais la loi, dans son esprit, entend par minorité parlementaire l'opposition parlementaire. Mais là, il y a deux minorités. C'est ce qu'on vous a répondu clairement. 28-28. C'est pour cela que je dis, avec ces gens-là, il n'y a pas d'évidence. Mais vous êtes Parce qu'en réalité, attendez, en réalité, dans de pareilles circonstances, ils savent que la minorité voudrait dire l'opposition et que la majorité voudrait dire la mouvance. Mais le BE ayant 28 comme les démocrates, le BE est la minorité de la majorité. Le BE est la minorité dans la majorité. Le BE n'est pas de l'opposition. La même preuve que quand le président Patrice Talon veut recevoir ses députés, il reçoit aussi bien ceux du bloc républicain que ceux de UP Le Renouveau. Donc, vous permettrez, monsieur le journaliste, donc, cela voudrait dire que le parti, les députés du bloc républicain sont les députés de la mouvance présidentielle. Mais ces gens-là ont eu le courage et l'audace de défendre que le BE est la minorité jusqu'à là où je vous parle. Des gens qui ont eu le courage de le faire ne soyez pas surpris que lorsque la constitution sera changée, ces mêmes personnes-là aient le courage de vous démontrer que nul de toute sa vie ne concerne plus Patrice Talon. Et que Patrice Talon, quand on dit de toute sa vie, là, il est dans une nouvelle vie comme de la manière dont on fait un baptême. Donc, avec ces gens-là, il faut s'attendre à tout. Vous ne prêtez pas trop d'attention aux gens. Non, mais j'ai corroboré, monsieur le journaliste, cher aîné, comme je vous l'appelle souvent, cher grand frère, mais j'ai corroboré mes propos par des faits. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus éloquent que de corroborer ses propos par des faits? Je ne suis pas en train de faire de la fabulation. Je ne suis pas en train de prêter des intentions. Est-ce que dans ce pays, M. Patrice Talon n'a-t-il pas dit qu'il ferait un seul mandat? Il est à la fin de son deuxième mandat. Oui, mais le deuxième n'était pas anticonstitutionnel. Dans ce pays... Non, monsieur Bitakwa, le deuxième n'était pas anticonstitutionnel. Donc là, vous rentrez dans d'autres considérations qui ne sont pas forcément constitutionnelles. Il avait droit à un deuxième mandat, il a fait droit à ça. Monsieur le journaliste, lorsqu'on dit, peut-être que je n'ai pas un bon niveau de langue, hein, peut-être aussi que personne ne peut oser le dire. Non, peut-être aussi que je ne comprends pas bien français. Mais lorsqu'on dit que si le projet échoue, à titre personnel, c'est même dans un langage soutenu, je verrai le mandat unique pour montrer qu'en 5 ans, on peut faire le job. Mais écoutez, même si en philosophie ou en français, on nous a appris à faire thèse, antithèse et synthèse, mais cette phrase est imparable par rapport à quelqu'un qui est en train de dire que je ne ferai pas de mandat. C'est qu'il n'y a même pas d'angle pour justifier avec un pareil propos qu'on peut faire un deuxième mandat. Et je vous ai dit, mais malgré ça, il est en train de finir le deuxième mandat. Ça fait un. La deuxième des choses, le deuxième des éléments que j'ai pris pour conforter le fait qu'on ne peut pas faire confiance ni à ce régime, ni à son président, c'est qu'au cours d'une tournée, dans la partie septentrionale du pays, il est allé dire à nos frères et sœurs de la partie septentrionale que les exclusions sont derrière nous. Et que, moi je vous donne ma parole, pour les prochaines élections présidentielles, le parti, votre parti de cœur, là, le parti que vous aimez, là, le parti les démocrates, là, il sera aux élections. Mais pour nous montrer qu'il ne faut même pas faire confiance en politique, il a tenté de décapiter le parti les démocrates en débauchant 2 éléments. Et les 2 éléments débauchés, on a fait des candidats. Donc, comprenez, voilà, comprenez avec moi qu'en ce moment bien précis, on ne peut plus raisonner sur la base de la confiance. Et enfin, le troisième élément que j'ai pris, ça c'est même pas le président Patrice Talon, ça c'est 81 députés réunis. C'est-à-dire, parmi eux, il y a sûrement des commerçants, il y a des cultivateurs, il y a des professeurs d'université, il y a des intellectuels, il y a des économistes, il y a des littéraires, 81 réunis. Ont tenu mordicus que minorité ne veut pas dire opposition. Donc, face à de pareilles personnes, vous ne pouvez plus parler de confiance. Raison pour laquelle, vous allez accepter que je finisse mon propos à ce niveau. Je vous suis. Raison pour laquelle, au niveau du Parti Les Démocrates, nous n'excluons pas à nouveau de faire confiance ni à ce régime, ni à son patron.
Comprenez très bien ce que je dis. Raison pour laquelle, au niveau du parti, les démocrates, nous n'excluons pas désormais leur faire confiance. Mais pour leur faire confiance désormais, aussi bien le premier responsable de ce régime que les cadres ou les caciques de ce régime, c'est que nous puissions nous asseoir au sein d'un dialogue national. D'accord, vous insistez sur le dialogue, mais de plus en plus, lorsqu'on observe l'actualité, on se rend compte qu'on parle de la révision du code électoral. Parce qu'il y a eu même une proposition qui aurait été introduite dans ce sens. Si vous ne vous associez pas à la révision de la Constitution, est-ce que vous allez vous associer à la révision du code électoral, même si sans vous, ça pourrait passer? Allez-vous vous associer à cela? D'abord, au niveau du Parti Les Démocrates, nous avons dit d'ailleurs que la décision de la Cour nous a surpris. Parce que les dispositions prises pour une pareille décision, nous nous sommes dit que la Cour n'était pas obligée de prendre une pareille décision. Mais dans la décision prise par la Cour indique que le code électoral a des problèmes. Oui. Et aujourd'hui, en République du Bénin, sauf ceux qui n'ont pas encore lu le code, tous ceux qui ont déjà lu ce code se sont rendus des faiblesses de la 8e législature, se sont rendus compte des faiblesses des technocrates de la 8e législature. Et donc, nous nous accordons sur le fait que ce code a des failles. Il faudrait réviser. Effectivement relire ou réviser ce code. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. Vous allez vous associer à une révision du code? Non, je viens. Là-dessus, nous pensons qu'il faut retoucher. Sur le principe. Qu'il faut, voilà, sur le principe qu'il faut une relecture du code. Okay. Et nous avons, au niveau du Parti Les Démocrates, pensé qu'il n'est pas bien que nous puissions, seul parti, faire des propositions allant dans le sens de la relecture. Nous avons associé le parti GSR, dont le président est M. Antoine Guédou. Nous avons associé un parti comme le MPL et nous avons associé un autre parti comme le NFN. Et voilà. Et donc, avec ces partis, nous avons discuté et nous avons pondu un document que nous avons envoyé au président de la République. Et donc, à l'heure où je vous parle, le président de la République est déjà au fait, puisqu'il avait reçu nos députés. Il est déjà au courant de nos propositions. Juste pour insister sur le fait que nous ne sommes pas contre une relecture du code. Et moi-même, je fais partie de ceux qui, pendant longtemps, ont dénoncé les faiblesses de ce code électoral. Parce que au cours des élections de 2019, nous avons vu combien de fois ce code a été utilisé pour fragiliser l'opposition, combien de fois ce code a été utilisé pour régler des comptes, combien de fois ce code a été utilisé pour purement et simplement exclure des personnes comme moi. Comme vous. Ça fait la deuxième fois que je suis exclu. Je fais partie de l'exclusion collective de 2019 et en 2023, je fais partie de ceux qui ont été exclus de manière ciblée. Mais cela ne nous décourage pas de faire le combat, on continuera de faire ce combat. Oui, mais dans le même temps, votre communication est claire, vous dites qu'il ne faut toucher à rien du tout avant les élections de 2026, ni le code électoral, ni la Constitution. Mais là, vous semblez nous dire que vous n'êtes pas contre qu'on touche le code électoral. Non, je l'ai dit, c'est un secret de polichinelle. Je l'ai dit tout à l'heure que nous avons fait des propositions allant dans le sens de la relecture. Lesquelles est-ce qu'on peut savoir? Oui, parce que ce que dit la Cour ne provoque pas une révision constitutionnelle. La décision de la Cour n'impose pas ou n'implique pas une révision constitutionnelle. Et là, nous avons martelé dans nos propositions. Il faut simplement des décalages de dates. Ajouter un alinéa au niveau de l'article 135 du Code électoral et ajouter un autre alinéa à l'article 142 du même Code électoral. Et les questions seront réglées. La question du parrainage et de l'égalité, entre autres raisons évoquées par eux. Et ils ont aussi, quand je me rabats un peu sur ceux de IP Le Renouveau, ils ont aussi parlé de légitimité, égalité et légalité. Et donc, avec les propositions que nous avons faites, je crois que ces différentes questions trouvent leur réponse, sans qu'on ne soit obligé de réviser une constitution. Et d'ailleurs, vous allez permettre que je puisse insister là-dessus. C'est même la raison pour laquelle nous pensons qu'il y a un anguille sous roche. Parce que lorsque le premier responsable, le président de la République, dit que je ne souhaiterais pas qu'on touche au code, et que par derrière, ces éléments disent qu'il faudrait qu'on touche au code, et que un troisième fait qui corrobore le fait que toucher au code aujourd'hui ne s'impose pas. Alors, nous nous posons la question de savoir, mais pourquoi ils sont en train de faire tous ces bruits pour qu'on touche... toucher la Constitution aujourd'hui ne s'impose pas. Oui. Alors nous posons la question, pourquoi ils sont en train de faire tout cet activisme autour de la révision constitutionnelle? Cela voudrait dire, cela conforte
nos craintes selon lesquelles il y a anguille sous roche. Vous pensez que si on touche au code, ça pourrait entraîner la révision de la Constitution? Si on touche le code aujourd'hui, en restant dans les limites imposées par la Cour constitutionnelle, on n'est pas obligé de toucher... Et ce ne reste pas dans les limites, c'est-à-dire que si on corse dans le code électoral certaines dispositions. Non, je ne vois pas la chose sous cet angle. Parce que je continue de croire que les décisions de la Cour sont sans recours. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Et donc, je ne crois pas qu'ils poussent leur extrémisme à aller au-delà de ce que demande la Cour. Parce que s'il faudrait aller au-delà de ce que demande la Cour, il faudrait s'asseoir. Une fois de plus, la question du dialogue national nous rattrape. Il faudrait s'asseoir pour que le consensus puisse être dégagé autour des choses qu'on doit pouvoir toucher. C'est ce en quoi je crois. Alors, docteur Guy Dossou Tokpe, nous allons maintenant parler des élections générales. C'est dans quelques mois, il faut le dire comme ça, 2026. Les démocrates se préparent comment pour ces élections générales? Oui, pour les élections générales de 2026, nous nous préparons comme un grand parti se prépare. C'est-à-dire? Voilà, nous prenons toutes les dispositions pour gagner. Et comme je l'ai dit, si les élections demeurent transparentes, inclusives, nous gagnerons. Vous avez encore de doutes sur ça? Parce que finalement, vous ne faites confiance en personne et donc on a le sentiment que le doute est ambiant chez vous. Vous dites si c'est transparent, oui, il n'y a pas de raison que cela ne le soit. Mais ce régime, en 8 ans de gouvernance, nous a montré qu'on ne doit pas leur faire confiance. D'ailleurs, c'est pour revenir sur des faits qui sont encore récents. Oui. Vous constatez, ou vous pouvez revoir avec moi, les conditions dans lesquelles les membres de la Cour constitutionnelle ont été installés. Dans un forcing extraordinaire. Pourquoi vous parlez de forcing? Mais écoutez, nous connaissons, ce n'est pas la première fois que nous installons une Cour constitutionnelle à la République du Bénin. Oui. Et je crois qu'ils doivent être à leur 7e ou 8e mandat. Et donc, ce n'est pas une première en République du Bénin. Et les 3 qui doivent être désignés par le président de la République, c'est dans son pouvoir discrétionnaire. Nous n'avons pas contesté cela. Mais ceux qui doivent être désignés par le bureau de l'Assemblée nationale, on a dit nos craintes et nos doutes qui sont d'ailleurs confirmés dans ce qui a été fait. Et ensuite, en ce qui concerne la Commission électorale nationale autonome, on a vu aussi combien de fois ils ont contesté, ils ont même nié le fait que nous avons droit à un représentant à ce niveau, alors que les tests, c'est leur assemblée qui a travaillé autour de, c'est-à-dire l'assemblée, la 8e législature, qui a travaillé autour de ces tests. Et donc, sur ces faits, nous continuons de croire qu'il y a des raisons à douter de la crédibilité de ce régime quant à ce qu'ils arrivent à organiser des élections transparentes, libres, ouvertes et inclusives. Et donc, si ces conditions sont réunies, des conditions de transparence, d'inclusivité et de justice, c'est sans l'ombre d'aucun doute. Nous gagnerons les élections, ça, il n'y a absolument rien à faire. Et ils en sont conscients, le régime est conscient de cela. Et donc pour nous, j'insiste là-dessus, nous préparons ces élections comme tout grand parti les préparerait, et nous travaillons au fur et à mesure que le temps passe à être de plus en plus populaire. Nous travaillons à ce que nous puissions consolider nos bases. Nous le faisons sans prétention aucune. Et le président Yahi est la personne qui le dit le mieux. Il dit que si nous continuons de travailler comme nous le faisons, 99,9% de nos compatriotes seront démocrates d'ici 2026. Et ça, c'est sans l'ombre d'aucun doute. Oui, mais à 2 ans des élections, on ne voit pas qui va porter les couleurs des démocrates. Vous n'avez pas encore de candidat visible. Le président Yahi n'est candidat à rien. Comment est-ce que vous gérez cet aspect de la question? Et toutes les fois que j'ai entendu cette question, je me suis un peu marré. Oui. On ne peut pas se poser autant cette question pour un parti qui regorge de 6 ans de cadres. Oui-même. De 6 ans de personnalité. Mais tout le monde se cache derrière le parti Les Démocrates aujourd'hui a tellement de cadres qui peuvent, en 2026, valablement remplacer M. Patrice Talon, que cette question ne se pose pas. Elle ne se pose pas. Mais ne comptez pas sur moi pour vous dire à 2 ans des élections qui sera notre candidat. Il n'y avait pas de quoi? Non, mais il s'agit de stratégie. Oui, d'accord, mais logiquement, à 2 ans des élections, le peuple doit pouvoir avoir quand même une idée de qui vous voulez présenter. Le président même qui gère le pays dit c'est à 6 mois. Mais pourquoi vous comptez sur nous qui n'avons pas le pouvoir pour le dire à 2 ans?
Non, lui, c'est dans son camp. Il organise son camp de façon... Nous organisons aussi notre ouais. camp, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc vous aussi, c'est à 6 mois des élections? Nous, on peut même le faire à la veille des élections. Ah bon? À la veille du dépôt. Une chose est sûre, on a des candidats, on aura un candidat, et puis, comme je l'ai dit, quand les conditions seront remplies, tant que les conditions seront remplies, nous gagnerons. Et c'est pas extraordinaire, les démocrates n'allaient pas aux élections de 2026? Le peuple ne voudrait pas penser à ça. Et personne ne voudrait... Faisons le débat. C'est pas extraordinaire. Non, je le dis, le régime lui-même n'accepterait pas d'aller dans ce sens. Pourquoi? C'est vrai que lorsque le président Patrice Talon a reçu les députés, non, il a reçu d'abord les députés du groupe parlementaire UP Le Renouveau, oui. Ensuite il a reçu ceux du groupe parlementaire Les Démocrates, et enfin il a reçu ceux du groupe parlementaire BR. Oui. Lorsque les députés ont fini cette concertation avec le chef de l'État, certains députés se sont rapprochés des nôtres, et au cours d'une réunion, les nôtres ont partagé cela avec nous. Certains députés ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez discuté avec le chef de l'État afin qu'il puisse être si en colère? Et les nôtres leur ont dit, mais on ne sait pas véritablement de quoi vous parlez. Et il a été dit que dans un moment de colère, il aurait dit à ses députés... Vous n'allez pas rapporter des rumeurs. Ce n'est pas des rumeurs. Parce que vous n'étiez pas à cette séance. Les députés BR vous ont parlé. Vous ne savez même pas s'ils sont sincères ou pas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La vie, des gens sont vécus avant nous et des gens vont vivre après nous. Certainement. Donc ce qui a été, c'est ce qui sera. Ça, c'est même un propos biblique. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Quel est l'intérêt que des gens qui sont censés soutenir le régime viennent nous mentir? Dites-moi quel intérêt ils ont à venir nous mentir. Pourquoi vous leur faites confiance? Vous avez dit qu'il n'y a pas de confiance en politique. Tout à l'heure, quand je rapportais leurs propos, oui. Je vous ai dit, je vais vous rapporter leurs propos. Oui, d'accord. Mais... Est-ce qu'on a cru, est-ce qu'on n'a pas cru? Acceptez que je vous rapporte leurs propos. D'accord. Mais... Voilà, donc je vous rapporte leurs propos. Maintenant, est-ce que nous on a cru à ce qu'ils nous ont dit? Est-ce qu'on n'a pas cru? Apparemment, vous y avez cru, c'est pour ça que vous pensez. Mais moi, je voudrais vous rapporter leurs propos. Ils nous ont dit que, dans un accès de colère, le chef aurait dit que, d'ailleurs, j'ai facilité leur élection en 2023 et qu'en 2026, ils seront exclus et rien n'arrivera. Vous y croyez vous-même? Est-ce que vous pensez invraisemblable? Mais vous savez... Vous avez dit tout à l'heure que le peuple ne peut même jamais accepter ça, que personne n'accepterait. Vous savez, en 2019... Docteur Guido Soubito, vous savez, en 2019... Quand ça vous arrange, vous rapportez. Ah, mais vous savez... Mais quand ça ne vous arrange pas, vous refusez que nous rapportions. Non, absolument pas. Vous savez, en 2019, personne ne croirait qu'un régime pourrait éclater à lui seul toute une opposition, l'opposition de tout un pays. Mais il l'a fait en 2019. Donc celui qui a bouffé la tête, ce n'est pas le nez qui lui fera peur. Donc, en réalité, c'est juste pour vous dire, on a eu cette information. Et de l'autre côté, lorsque il a reçu un parti politique dernièrement, et lorsque les responsables de ce parti ont quitté le palais, une fois de plus, ils auraient dit à certains des nôtres, il leur aurait dit de prendre les dispositions pour remplacer le parti Les Démocrates en 2000. Permettez que je finisse rapidement là, en 2026. Mais ceux qui donnent la caution pour qu'on remplace un autre parti, en réalité c'est le peuple. Parce que c'est le peuple qui dit, je voudrais avoir un maire, je voudrais avoir un député, et je voudrais que mon maire soit de tel parti, je voudrais que mon député soit de tel parti. C'est vrai qu'en 2023, on a été truandé dans beaucoup de circonscriptions électorales du pays. Mais croyez-moi, nous ferons tout pour que, quand je dis tout, nous travaillerons dans le sens certainement de la paix, mais pour que ce dialogue puisse être une réalité. Parce que nous continuons de croire que c'est la main dans la main, en partant à un dialogue, où ensemble nous trouverons des consensus autour des questions qui n'assurent plus la confiance, que nous pourrons faire une élection transparente, inclusive, et je vais dire crédible. Et ce dialogue, vous l'attendez pour quand? Non, à tout moment. Vous êtes prêt aujourd'hui si on vous appelle pour un dialogue? Même si on nous appelle, je ne sais pas quelle heure il fait maintenant, même si on nous appelle maintenant, on est prêt pour le dialogue. Il y a à apporter ses habits et aller au dialogue. On n'a même pas besoin de mettre de parfum.
Mais le président Talon a dit clairement qu'il s'en va en 2026 et qu'il ne demande même à personne d'assurer ses arrières. Il a été clair sur ça. Au moins ça, vous y croyez? Je vous ai dit tout à l'heure Oui. les conditions que le président Patrice Talon remplirait pour qu'à nouveau on puisse lui faire confiance. C'est de provoquer un dialogue national. C'est autour d'un dialogue qu'on pourra se comprendre. Tant que le président Patrice Talon ne provoque pas un dialogue national, il nous serait difficile, malgré notre bonne volonté, de lui faire confiance. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quelqu'un qui vous reçoit, je crois que c'était le 7 novembre non, ou le 27 novembre, la dernière rencontre du président Patrice Talon avec les partis politiques, le parti politique Les Démocrates et délégation dirigée par le président Yaye, lorsque je serai gentil, hein, allez-y, soyez-le. Ouais, je serai gentil. Pour nous, pour l'opinion, voilà, je serai et pour très gentil. soyez gentil, oui. Voilà, je serai très gentil quand je dirai que lorsque le président et la cellule de communication fait ce qu'ils ont fait, une rencontre de 4 heures, charcutée, vraiment, je dirais, dérangée, manipulée. Je ne sais pas quelle autre expression utiliser. Quand on fait ce qu'ils ont fait, ça ne peut plus pousser à faire la confiance. Parce que même vous-même, quand vous avez... C'est pour ça que vous avez anticipé la dernière fois en publiant un communiqué avant la rencontre. Je vais même vous dire quelque chose. Même vous-même de la presse, la dernière conférence de presse, et avec ce que nous avons appris, ça se passe. On n'est pas, comme l'autre le dirait, on n'est pas en Birmanie. On n'est pas en Birmanie. Où vous-même, journaliste, vous avez été pratiquement mis au pas. Et après la conférence, l'élément brut n'a pas été présenté. Parce que vous, je pense vous, monsieur Abalo, vous avez même posé une question. On n'a pas vu la réponse de votre question dans leur retransmission. C'est que ils font tellement mal leur travail que même quand ils charcutent en mettant le président en difficulté. Parce que effectivement, vous avez posé une question. Moi, je m'attendais à ce que le président, dans sa réponse, revienne sur votre réponse. On a vu votre question, mais on n'a pas vu votre réponse. Pourtant, je sais que le président a répondu à votre question. Donc, ils ont charcuté. Et ça, la cellule autour du président de la République, je pense qu'il faut qu'ils aillent se former ailleurs. Mais vous avez dit tout à l'heure que chacun est dans son rôle. Docteur Guido Soumitopa, il faut la communication du président. Donc, ne leur demandez pas quand on dit chacun dans son rôle, qui met le président mal à l'aise, par exemple. Ne leur demandez pas d'aller prendre des choses pour contenter l'interlocuteur. C'est parce que nous demandons. Soyons réalistes. C'est parce que nous demandons. Alors, lorsque nous disons que, effectivement, les montages se font partout. Ben oui. Mais il ne faut pas dénaturer la séance. Lorsque vous recevez un parti d'opposition, comme le parti Les Démocrates, avec un président aussi, je vais dire, charismatique que le président Yaye, vous montez l'élément d'une discussion de 4 heures. Vous montrez ça en 1h30. Mais pendant les 1h30, l'opposition n'a eu droit à la parole dans votre reportage que pour 10 à 12 minutes. Et de l'autre côté, on a vu un professeur sur son trône en train de donner des leçons, en train de ranger telle personne à tel endroit, en train de chasser telle personne, en train de tirer les oreilles à telle personne. Mais c'est de la manipulation. C'est de la manipulation pure et simple. Et comme je le disais, même vous-même avec la presse, ça a été fait dernièrement. Ces éléments-là n'encouragent pas à faire confiance. Tous ces éléments-là n'encouragent pas à faire confiance. D'accord. Nous allons finir l'émission avec un sujet. Oui. Je voudrais vous dire quelque chose. Très rapidement. Vous voyez, actuellement, dans la sous-région, je ne voudrais pas citer de nom. On va parler justement de la sous-région pour finir. Je ne voudrais pas citer de nom de président ou de nom de pays. Mais vous voyez, dans la sous-région, un pays dans lequel un président reçoit son prédécesseur à la tête d'un parti politique et en train de se jouer à celui qui donne des leçons. Non, mais ça ne se fait nulle part. C'est pour cela que je dis que la cellule de communication du président de la République... Apparemment, vous avez un problème particulier avec la cellule de communication parce que vous avez même fait... c'est pour être gentil. Un communiqué même, carrément, où vous avez tensé la cellule. Mais c'est la cellule du président, ce n'est pas votre cellule. Bon, donc, vous savez, du président. Vous savez, nous aussi, quand on finit des interventions, quand on finit des émissions, il y a des gens qui nous donnent des conseils. Donc, ce qui fait que... Donc, vous leur donnez des conseils, c'est ça? Non, il y a des gens qui nous donnent des conseils. Donc, ce qui fait que pour d'autres émissions, on fait l'effort. Moi, je suis très fougueux.
Oui. Vous allez remarquer que là, je suis moins fougueux parce que j'ai fait l'effort d'écouter les conseils qu'on me donne. Les téléspectateurs Voilà, vont apprécier. voilà, j'ai fait l'effort d'être moins fougueux. Alors. Parce qu'on nous donne aussi des conseils. Donc, on parle à tout le monde. Ok. Nous allons finir cette émission par un sujet dans la sous-région. Donc, Guido Soumitokpo, c'est vrai qu'on n'a pas vu les démocrates se prononcer vraiment clairement sur la sortie de certains pays de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de vous avoir avec nous. Est-ce que vous avez pensé à la question, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la posture du Bénin par rapport à cette situation? Une posture exprimée clairement par le chef de l'État récemment au cours de sa conférence de presse. Je crois que nous sommes restés constants. Oui. Nous sommes restés constants. Je me rends compte que le syndicat des chefs de l'État et de la CEDEAO, c'est-à-dire, j'appelle ça comme ça, hein, les chefs d'État de la CEDEAO, pour moi, c'est un syndicat. Et ils sont en train de plus en plus de se rendre à l'évidence. Parce que nous sommes restés constants. Sur la question du Niger, le président a fini par nous donner raison quand il disait que même notre peuple n'était pas d'accord avec cet embargo, notre peuple n'était pas d'accord avec cette tentative de déclenchement du fatwa contre le Niger. Oui. Mais il a aussi ajouté que le peuple du Niger en souffre plus que nous-mêmes, que notre peuple n'en souffre vraiment pas. Bon, il est dans sa dynamique, puisque lui doit toujours montrer que ses décisions sont bonnes. Alors qu'en réalité, nos populations souffrent. Ce n'est pas seulement du côté de la partie septentrionale de notre pays. Et aussi bien au nord que la population de Gaïa, du côté du Niger, en souffre, et tout le Niger. Mais au-delà du fait même que ce soit localisé, c'est le Bénin qui paye le lourd tribut aujourd'hui. Parce que notre poste a été complètement déserté. Donc nous payons le lourd tribut pour ce qui se passe. Et pour cela, moi je crois que il ne s'agit pas seulement de faire des déclarations de bonne intention. Il faut tirer le son de ce qui se passe. Mais apparemment, oui, ils ont tiré le son. Non, ils ne sont pas encore en train de tirer le son de ce qui se passe. Ah bon. S'ils étaient en train de tirer le son de ce qui se passe de l'autre côté du Sénégal, ceux qui sont au pouvoir ne feraient pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais le président Talon a clairement dit qu'il était dérangé par ce qui se passait au Sénégal. Il n'a pas soutenu. C'est malgré lui. Comment malgré lui? Non, c'est malgré lui. Personne ne l'a obligé à le dire. Parce que quand je dis c'est malgré lui, si la CEDEAO était vraiment en désaccord avec ce qui se passe au Sénégal, il prendrait une batterie de sanctions. Parce que lorsque le président de la République dit non, on a pris les sanctions contre le Mali, contre le Niger, on n'en a pas pris contre le Burkina, vous voulez qu'on en prenne encore contre le Sénégal? Non, il faut aller à l'origine. Chez nous, on dit c'est pas là où vous êtes tombé que vous devez regarder, c'est là où vous avez trébuché. Et donc, à ce niveau, je pense qu'il faut aller à l'origine. Le véritable problème de la CEDEAO aujourd'hui, c'est que nos présidents n'ont plus excusez que je puisse dire de personnalité par rapport à ceux qui les mettent la pression. Parce qu'ils triturent, ils souillent, excusez-moi que je puisse le dire ainsi, ils souillent nos constitutions, ils souillent nos textes fondamentaux. Donc, ces coups d'État institutionnels et constitutionnels sont, je dirais, constituent l'élément déclencheur de ce que nous voyons avec la décadence même au sein de la CEDEAO. Parce que ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Burkina et au Niger, avec du recul, on voit que les prédécesseurs, les présidents qui, en griffe, étaient démocratiquement élus, avaient déjà fait le salam alek à ceux qui sont à la base des difficultés de ces pays. Ouais. Parce que regardez un cas comme le Mali, où Kidal, en moins d'1 an, a été récupéré. Mais pendant ce temps, un pays qui disait qu'il aidait le Mali pendant 10 à 12 ans n'a pas pu libérer Kidal. Oui, la mission de ces pays-là, justement, n'était pas de libérer Kidal. Lorsque vous vous rapprochez des gens au niveau des Nations Unies, vous dites que le mandat réellement n'était pas de récupérer Kidal, mais bon, c'était autre chose. Ils devaient même avoir honte de faire de pareilles déclarations. Ceux qui font de pareilles déclarations devaient avoir honte. Un mandat reste un mandat. Parce que non, les peuples ont le même droit. Le droit au bien-être, le droit à la paix, le droit à la sécurité, sous toutes ses formes. Et donc, lorsque on considère certains peuples comme des sous-peuples, regardez aujourd'hui, je vais faire une petite extrapolation. Très rapidement. Regardez par exemple ce qui se passe avec... J'aime bien suivre ça lorsque je suis sur TikTok. Les opérations se poursuivent. Oui. Mais avec ces extraits déjà, mais ces pays sont en train de montrer qu'ils sont en train de récupérer une bonne partie de leur territoire qui était déjà perdu. Mais même dans la constitution du Bénin, ce qui n'est pas à concéder, c'est notre territoire. Ouais. Entre autres choses qu'il ne faut pas toucher.
Mais au nom de quoi nous allons concéder que des présidents, parce qu'ils ont fait le salam alek ailleurs, refusent ou sont incapables de défendre leur peuple? Et des jeunes qui prennent leurs responsabilités et qui inversent les tendances et que vous ne voudrez pas que les populations saluent ces jeunes. J'ai pris tout à l'heure le cas du Sénégal, mais il y a d'autres cas qu'on peut prendre, où des présidents supposés être démocratiquement élus sont tous sauf des démocrates, sont tous sauf des personnes qui confortent le respect des textes de leur pays. Mais un coup d'État institutionnel ou constitutionnel, sans que je ne fasse l'apologie des coups d'État militaires, pourrait appeler à des coups d'État militaires. Et donc, moi, je pense que nos présidents doivent être conséquents envers eux-mêmes. D'accord. Enfin, je dirais... Enfin, vous allez profiter pour conclure en même temps voilà. l'entretien. Effectivement. Oui. Enfin, je dirais en ce qui concerne le Bénin, que toute décision d'un président de la République, que ce soit une décision communautaire ou bien que ce soit pour des sanctions communautaires, tout président qui prend une décision contre l'intérêt de son peuple, même dans le cadre du respect des sanctions communautaires, doit savoir que c'est une mauvaise décision. Vous voyez la guerre en Europe. Lorsque un pays de l'Europe de l'Ouest a pris des sanctions contre la Russie, ils ont pris ces sanctions d'une manière collégiale. Mais l'autre qui savait que ces populations dépendent beaucoup plus du gaz naturel russe, contre les sanctions prises contre les Russes, ce pays est passé par derrière pour aller acheter le gaz russe. Parce que ces gens ont une notion très poussée de l'intérêt national. Donc, en fermant les frontières de Gaïa, nous faisons beaucoup plus mal à l'économie du Bénin qu'à l'économie de l'UOMOA. C'est une décision communautaire. C'est ce que je tente de vous démontrer. Oui, je sais, mais on revient sur ça. Quelle que soit la décision communautaire, le président doit d'abord regarder l'intérêt de son peuple d'abord. Donc le pays peut violer une décision communautaire. Ça ne vous dérange pas? Je vous ai pris le cas des pays... Oui, d'accord. Mais là, vous êtes allé loin. Mais on parle de... Non, je vous ai pris le cas de ces pays parce que nous avons l'habitude de copier sur ces pays. D'accord. Et ces pays sont en train de nous démontrer que rien ne doit prendre le dessus sur l'intérêt supérieur de nos populations. D'accord. Votre conclusion maintenant, Guy Bitok. Comme conclusion, je voudrais passer le temps. D'abord vous remercier pour cette émission, vous remercier pour vos efforts d'informer de la manière la plus juste nos populations, saluer aussi nos populations, saluer nos populations par rapport à l'effort qu'elles font de rester sur le chemin de la vérité, et enfin lancer un appel à ce régime, afin que le dialogue national pour lequel nous ne cessons de faire des appels incessants, que le régime puisse faire l'effort d'aller dans le sens de ce dialogue national. Parce que rien ne vaut la paix, rien ne vaut l'intérêt supérieur des populations. Et puis je crois qu'un parti comme les démocrates a toujours été un parti de paix et un parti de négociation. Donc une fois de plus, le maître mot que je voudrais que nos populations gardent de cette émission, c'est que nous sommes des demandeurs de paix et de dialogue. Merci beaucoup. Les demandeurs de paix se sont donc exprimés sur votre télévision et sur votre radio. Merci à chacun et à tous. Je vous retrouve dimanche prochain, toujours dans le même cadre, pour une autre émission de l'entretien du dimanche. Au revoir.